Salut l'équipe. Punaise, qu'est-ce que ça fait longtemps. Ça fait un petit moment déjà. Alors, déjà, je suis content de vous retrouver, hein. J'ai eu pas mal de problèmes, pas mal de soucis à gérer côté familial. Aussi bien côté familial que... Bonsoir, nous sommes le jeudi 29 juin 2023. Vous regardez À l'air libre, l'émission d'actualité et de débat de Mediapart. Bienvenue. Notre émission est consacrée aux événements de Nanterre, 2 jours après la mort de Naël, 17 ans, tué par un tir policier à bout portant. Le policier qui a tiré vient d'être mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Une marche blanche était organisée en hommage à l'adolescent et en soutien à ses proches. Ok l'équipe, ouais, j'ai maigri, hein. Hier matin, il m'a dit bon, non, Attends, petite pause, j'ai maigri, hein. Vous voyez, les épaules, ils ont un peu disparu là. J'ai pas mal maigri. Les problèmes, ça. Ça, c'est les problèmes. Quand t'as 10 milliards de problèmes à gérer, tu dois trouver des solutions à... Tu maigris, hein? Tu maigris clairement. Bon, j'ai trouvé les solutions, donc ça va mieux. Conscience que j'ai perdu des épaules, j'ai vraiment maigri. On me l'avait dit, mais j'avais pas vraiment pris conscience de cela. Et là, je le vois que, ouais, c'est vrai que, waouh. Alors, c'est parti l'équipe, on continue. t'aime. Hier matin, il m'a dit bon, non, je t'aime. On est sortis en même temps. Il est parti. Je lui ai donné 20 € pour qu'il aille manger au McDo, se prendre son petit déjeuner. Je suis partie travailler. Malheureusement, 1 heure après, j'ai un appel en me disant que on a tiré sur mon fils. Je vous dis quoi? Bon, on a enlevé ma vie. On a enlevé mon cœur. Le choc de la mère de Naël au micro de nos confrères de Blast, le choc d'une mère et de milliers de personnes. Une marche blanche en hommage à l'adolescent s'est déroulée cet après-midi à Nanterre. 6 000 personnes d'après la préfecture, 20 000 selon les organisateurs, 20 000 personnes présentes pour réclamer justice. Car mourir à 17 ans sous un tir policier parce qu'on a refusé de s'arrêter à un contrôle routier, c'est possible, mais ça ne devrait pas l'être. Naël est mort mardi matin lorsqu'au volant d'une voiture jaune, accompagné de 2 autres passagers, 2 policiers les arrêtent. Quand Naël redémarre doucement la voiture, l'un des policiers lui tire dessus à bout portant dans le thorax. Il mourra 1 heure plus tard entre les mains de secours impuissants. Depuis, des quartiers de nombreuses villes de France et en particulier en région parisienne se sont soulevés avec des tensions entre les forces de l'ordre et des manifestants. La préfecture de police de Paris a annoncé l'interpellation de 31 personnes. Des comparutions immédiates ont eu lieu aujourd'hui. Où en est-on dans l'enquête? Quelle suite judiciaire, quelle suite politique? Que dit ce drame du rapport entre la police et les habitants des quartiers populaires, de comment le pouvoir considère sa jeunesse? Pour en parler avec moi, 2 invités. Amal Bentounsi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous avez fondé le collectif Urgence, la police assassine, après la mort de votre frère en 2012, tué d'une balle dans le dos par un policier. Ali Rabeh, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes maire de Trappes sous l'étiquette de gauche Génération. Et à mes côtés, Ilyes Ramdani et Camille Polony, tous les deux journalistes à Mediapart. Salut Ilyes, tu es journaliste au service politique. Camille, tu es spécialiste de la police et de la justice. À mes invités d'abord, une première question. Comment avez-vous vécu ces dernières 24 heures? Et je m'adresse d'abord au maire. Avant qu'ils ne répondent, c'était un carnage l'équipe, hein. J'ai vu des vidéos. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Mais les cités. Même ici, c'était... Bon, ici, c'est pas étonnant, hein. Normal, c'est la base même. Mais, mais j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. C'est terrible. C'est fou. C'est fou. On va en parler. Mais ce pays. Et aussi, la mentalité. Mais en fait, j'ai lu des commentaires aussi qui m'ont choqué. On va en parler. Let's go l'équipe. Très difficile, très tendu. J'ai pas beaucoup dormi, comme beaucoup de mes collaborateurs et des agents de la ville de Trappes. On a traversé une nuit cauchemardesque avec des incendies qui jalonnaient la ville, des attaques assez organisées d'ailleurs, des institutions de la République, en particulier du commissariat, qui est implanté chez nous au cœur du quartier politique de la ville, et un déchaînement de violence de génération plutôt jeune, de 15 à 20 ans, parfois même encore plus jeune, que j'ai tenté, comme tous les élus d'ailleurs, déployés sur le terrain, de raisonner, de responsabiliser. Moi, je leur disais à tous, j'ai pas envie d'aller en récupérer un à la morgue ou au commissariat de police demain matin.
Mais une forme de détermination implacable qui m'a glacé par moments, de la part de tout petit, et que j'ai retrouvé quelques heures après, effectivement, grimé en émeutier et qui s'attaquait à coups de mortier aux institutions. Ça vous a glacé? Est-ce que ça vous a étonné? On ne peut plus s'étonner. On peut plus, parce que moi, ça fait maintenant 15 ans que je suis en banlieue. Ça fait, j'ai 38 ans que j'y vis. Donc il n'y a plus rien de surprenant. C'est un éternel recommencement. On connaît les ingrédients, on connaît les ingrédients du cocktail Molotov. Ils sont réunis, tout le monde le sait. Tout le monde le dit. Les élus qui sont les vigies de la République dans les banlieues, d'ailleurs, le disent tous, de tous bords politiques, interpellent les pouvoirs publics. Je crois que les expressions de ces derniers mois, ces dernières semaines, encore il y a un mois, dans le journal Le Monde, avec une tribune signée par un certain nombre de maires qui disent « Tout est réuni pour exploser, on en a marre d'attendre, on vous interpelle sur l'urgence sociale, sanitaire dans nos quartiers sécuritaires ». Et un gouvernement qui fait preuve, et en particulier un président de la République, de son arrogance habituelle et de son mépris pour la parole de ceux qui prennent la température tous les jours sur le terrain et qui savent que ça va exploser. Donc on ne peut plus être surpris. Ce qui est dur, c'est de trouver de l'espoir et de l'énergie pour continuer à agir. Quand on voit, je parle au nom des associations, des bénévoles, des gens qui sacrifient leur vie pour essayer de défendre des causes sur le terrain au quotidien, auprès aussi d'agents publics de l'État, des collectivités. Et on a le sentiment d'un immense gâchis, d'un éternel recommencement. Et surtout, on voit en quoi le contexte que l'on traverse ne donne pas les instruments, les ingrédients pour pouvoir tirer les conséquences. Et analyser les causes et tirer les conséquences de nos échecs pour les surmonter et trouver des solutions qui nous permettent de ne plus revenir dans 5 ans pleurer des morts, victimes de bavures policières ou ce qui est peut-être moins visible. Bon, ça c'est qu'un début. Moi je le dis depuis TPMP, ça fait combien de temps déjà? Ça fait depuis septembre dernier. Ça fait quoi? 8 mois, 9 mois, 10 mois? TPMP, ouais, je le dis depuis que ce pays va exploser. Là, c'était que le début. Mais ça arrange tout le monde, en tout cas au niveau politique. Ce qui s'est passé là, ça arrange tout le monde. Les racistes sont plus heureux. Ils ont des preuves que, ouais, c'est les étrangers qui foutent le bordel. Alors qu'il n'y a pas que les étrangers. On a vu des vidéos, je ne sais pas si vous les avez vues. Si vous ne les avez pas vues, dites-le moi en commentaire. Je vais vous retrouver des vidéos qui ont tourné dans les quartiers. Des personnes de souche blanche comme pas possible, bien blanche et tout, qui foutaient un bordel. Il n'y avait aucune personne étrangère dans le groupe. Et tu avais des policiers qui sont venus, qui sont venus les interpeller. Mais si vous voyez l'interpellation, comme elle s'est passée, on leur parle calmement. C'est pas comme nous, on a l'habitude de voir comment ça se passe. Ouais, on leur parle calmement et après les policiers se retournent, ils partent, ils les laissent. Pourtant, avant l'arrivée des policiers, 2 secondes après, ils étaient en train de tout casser. Ils sont rentrés, ils ont pris des trucs, ils ont mis dans leur sac. 2 secondes après, les policiers sont arrivés. Ils leur ont parlé normal, tout ça, truc. Ils ont pris leur voiture, ils sont partis. Ça se passe pas comme ça dans les cités, Ça se passe pas comme ça. On ne veut rien savoir. Ils arrivent déjà, ouais, toute balayette et je sais pas. Bon, bref. Alors, il y a des trucs comme ça. Bref, les racistes se lâchent et ils peuvent enfin dire ce qu'ils pensent réellement sans plus avoir besoin de se cacher. Et les autres... Ce qui est triste en fait même, je ne sais pas pourquoi. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est le fait que quand on se rebelle, et je le dis toujours, quand on se rebelle, on impacte, on se rebelle sans vraiment toucher les personnes à qui on veut faire passer le message. Ces personnes sont à l'Élysée. Ces personnes sont dans le 16e. Nous, on se rebelle dans le 9-3, dans le 9-2, dans le 9-1, dans le 7-5, dans le 13, dans le 5-9, Aucune de ces personnes-là ne vivent là-bas. Pourquoi brûler nos voitures, les voitures des voisins, les magasins des pauvres, les épiciers qui essayent de s'en sortir comme nous, brûler la poste, oui, ok, c'est une multinationale, ils sont riches, oui, mais alors, ils ont quoi à voir avec notre galère? Faut brûler la voiture de Macron, j'en sais rien moi. Brûler la voiture de... Bon, c'est plus compliqué, certes, mais il y a toujours des moyens, je sais pas. Brûler, aller devant l'Élysée. Brûler la devanture de l'Élysée. Même si c'est là-bas que tout devrait se passer. Pour qu'on se fasse entendre. Ces personnes-là, quel message est passé finalement? À part donner des raisons aux racistes. Moi, je vois pas
à quoi a servi tout ce qui s'est passé là. Même moi, dans ma cité à moi, j'ai été choqué de ce qui s'est passé. C'est ici, il y a des trucs, les pires horreurs arrivent ici. Donc être choqué quand tu habites ici, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais j'étais choqué quand même. J'ai été choqué. C'est vous dire, t'as des gens qui ont libéré des os. T'avais des animaux mais c'est pas possible. T'as des animaux qui coursaient, t'as des lions qui coursaient des gens dans des cités. T'as des éléphants qui... Mais on est où là? Oh, bon, bref, j'arrête de... Allez, let's go l'équipe. Moins violent, mais c'est les drames du quotidien. Ils n'aboutissent pas toujours à des morts médiatisées, mais qui aboutissent à des drames et à des situations de détresse pour des familles entières dans nos quartiers. On va y revenir. Amal Bentounsi, quand on a fondé comme ça un collectif pour dire stop aux violences policières, comment on passe la journée d'aujourd'hui? Vous revenez là de la marche blanche qui s'est tenue dans l'après-midi à Nanterre. Comment ça s'est passé? Alors beaucoup d'émotions, beaucoup de sidération aussi quand on apprend. Moi, ça fait maintenant 10 ans que je mène ce combat. Dans un premier temps, ça a été le combat pour obtenir la justice pour mon frère. Et ça m'a donné aussi l'envie de me battre aussi pour les autres, parce que je sais qu'il y a un travail à faire, il y a un travail de sensibilisation, il y a un travail d'alerte. Et c'est ce qu'on a pu faire depuis 10 ans maintenant. On essaye d'apporter des solutions. Nous, ça fait quelques années déjà, depuis 2017, qu'on alerte sur la situation, sur cette problématique qui est l'article L435-1. On l'a senti arriver. Il faut le rappeler, cet article a été voté à la suite des émeutes qu'il y avait eu à Viry-Châtillon, sous la pression des syndicats policiers. Cette loi, elle est passée. On n'a pas assez informé aussi la population sur la dangerosité de cette loi et le changement de l'usage des armes à feu. Donc, je tiens ici à le rappeler à notre jeunesse, à ces petits frères qui risquent de mourir à la suite d'un refus d'obtempérer. Et cette loi, elle est problématique. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que cette loi elle soit abrogée ou qu'elle soit révisée dans son alinéa 4. Mais cette loi, c'est une dinguerie. Je vous explique. Je suis rentré chez moi, là. Je l'ai posté. Je suis rentré chez moi à peine 2 jours après être arrivé à la maison. J'étais à l'extérieur, je revenais chez moi. Et tu avais un petit qui courait, qui se faisait courser par des policiers. Et tu as le policier qui lui dit, véridique, qui lui dit, si tu ne t'arrêtes pas, je t'allume. Ça veut dire que le jeune, il est à pied en train de courir, le policier, et d'autres qui sont bien plus derrière le suivent. Et tu en as un qui sort son arme en courant et qui lui dit, si tu ne t'arrêtes pas, je t'allume. Après l'affaire Naël, ça veut dire que c'est pendant qu'il y avait tout cet engouement-là Il y avait tout cet engouement-là sur l'affaire de Naël. Et le policier était prêt à tirer. C'est-à-dire que si le mec ne s'était pas arrêté, il lui tirait dessus. C'est pour vous dire que tout ce qui se passe là, ça ne sert à rien. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Les gens, les vraies personnes concernées ne sont pas touchées. Donc ça continuera. Je vais donner mon avis. J'espère qu'ils vont... Bon, je pense qu'ils vont en parler parce que la vidéo dure quand même 40 minutes. Plus de 40 minutes, donc ouais. Je donnerai mon avis sur cette affaire, sur ce que je pense. Parce que j'ai lu des commentaires qui sont atroces. J'ai lu des commentaires qui étaient véridiques aussi. J'ai lu des commentaires qui pouvaient sembler racistes, mais qui ne le sont pas, parce qu'en vérité, c'est aussi vrai. On va en parler de tout ça. Il faut savoir se dire les vérités, l'équipe. Même si ça fait mal, des fois, c'est aussi de notre faute. Il faut l'accepter. Maintenant, ça n'excuse pas certains trucs. Bref, on va développer ça, l'équipe. Qu'est-ce que vous pensez, déjà pour commencer, avant qu'on ait continue? Que pensez-vous, l'équipe, de cette histoire? Let's go. Et alerter
Vous pensez que le petit Naël, c'est bien fait pour lui, que le policier a eu raison de le truc parce que les lois ne sont pas assez, ceci, cela, et que voilà, c'est le risque de la vie si tu n'écoutes pas, c'est normal que tu te fasses tirer dessus. Ou bien vous pensez que non, ce policier doit prendre une perpète même carrément parce qu'il a tué un homme, il a tué un enfant en plus, même pas un homme, un enfant, juste pour un refus d'obtempérer. Ok, ça veut dire que sa vie n'était pas en danger, le petit ne l'a pas menacé avec une arme ou un couteau ou ne lui a pas foncé dessus. Quel est votre avis là-dessus, l'équipe? Dites-moi en commentaire avant qu'on ne continue et que je vous donne le mien. Allez. Les parents, les mamans, les enfants, ces petits frères qui ne connaissent pas la législation en vigueur et qui ont dans leur esprit que c'est que les gendarmes qui peuvent leur tirer dessus. Parce que je vais dans les quartiers aussi et je rencontre certains jeunes et qui me disent « Ah oui, mais on ne savait pas que les policiers pouvaient nous tirer dessus ». Et je pense qu'on n'a pas encore pris conscience de la dangerosité de cette loi. Donc, bien le rappeler qu'avant qu'elle soit abrogée, avant qu'il y ait une révision, alerter notre jeunesse. Et c'est pas près de l'être abrogé. Oui. Ok, avant qu'elle ne parle, il faut savoir aussi que cette loi-là, elle est pas dangereuse seulement pour les gens des quartiers. Elle est dangereuse pour tout le monde. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que ça, c'est le début d'un truc qui va être horrible pour tout le monde. Même les pro-zémouriens, là, je vous vois, il n'y a pas de souci. Même vous, qui êtes en train de... Ouais, la police a eu raison, cagnotte à 1 million, je sais pas quoi, presque 1 million. Ok, mais même vous, ça va être chaud. Parce que la mentalité des quartiers, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de fierté et il y a surtout de la vengeance. Surtout, la vengeance. Ça veut dire que quand cette histoire-là va se démocratiser, des gens qui se font tuer, il y aura des représailles. Les gars qui vont venger leurs petits frères, leurs grands frères, leurs copains, leurs copines, j'en sais rien, et qui vont aller chercher les familles de ces policiers. Ça arrivera, si ça continue comme ça arrivera. Donc quand vous encouragez ça là, il faut savoir que ça va être dans les deux sens. Ça va être dans les deux sens. Et ça va s'empirer, ça va aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est compliqué pour certains dans certains quartiers. Imaginez maintenant s'il y a cette atmosphère-là où c'est vraiment la guerre entre policiers, comme aux États-Unis, entre policiers et certains mecs des quartiers, et que maintenant c'est partout. Parce que la violence se démocratise dans tout le pays, et que tu as ces guerres-là partout. Tu ne seras plus en sécurité nulle part. Même dans vos campagnes où c'est plutôt calme, soi-disant. Ça va être sombre, l'équipe. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, l'équipe? Je crois. Justement, cette loi, donc c'est la loi sur le refus d'obtempérer. Naël est la 5e personne abattue par des forces de l'ordre depuis le début de l'année dans ce cadre. Sa mort s'ajoute à de nombreux autres, décomptés notamment par le site Basta, seul décompte indépendant qui existe. Rien qu'en 2022, il y a eu 13 morts par tir de police dans ce cadre de refus d'obtempérer. C'est un chiffre qui est en hausse, donc Camille. Est-ce que tu peux expliquer ce que cette loi, ce que cet article 435-1 a changé? Alors en fait, il y a 2 cadres dans lesquels les policiers peuvent faire usage de leurs armes. Le premier, c'est le cadre assez classique de la légitime défense, c'est-à-dire quand le policier considère qu'il n'a pas d'autre moyen pour sauver sa propre vie ou celle de quelqu'un d'autre que d'agir en légitime défense. Ce que change la loi de 2017, c'est qu'elle crée un nouveau cas d'usage des armes à feu. Je vais vous lire l'article parce que c'est quand même assez compliqué. Ça prévoit que les policiers comme les gendarmes, qui pouvaient déjà le faire avant, peuvent faire usage de leurs armes pour immobiliser des véhicules dont les occupants refusent de s'arrêter et sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. C'est-à-dire que le policier, dans un instant très bref, doit évaluer la situation, se demander si la voiture risque, en s'enfuyant, de causer un accident, de causer des dommages, de causer la mort de quelqu'un d'autre, et en fonction prendre leur décision dans l'instant, ce qui en fait, dans la pratique, ça semble assez clair dans le droit, mais dans la pratique a créé la confusion dans l'esprit des policiers sur les moments où ils ont le droit ou pas le droit d'utiliser leurs armes, et ce que dénoncent les opposants à cette loi, mais ce qu'on est en train de tous constater au fur et à mesure qu'elle s'applique, qui en fait étend les cas d'usage des armes et donne une plus grande latitude aux policiers pour s'en servir. Donc vous dites à Malben
Et vous savez, moi, je fais pas partie de ceux qui vont donner tort aux policiers direct, comme ça, ok? Moi, ce que je reproche dans cette situation-ci, plus, plus qu'autre chose, c'est le fait que pourquoi ça n'arrive qu'aux Noirs et aux Arabes? Parce que, je vais prendre un exemple simple qui est connu. Le fils des Zemmour, il a fait la même, ok? Des fils de politiciens ont fait les mêmes. On fait la même. Refus d'obtempérer, tout ça. Pourquoi il n'y a jamais aucun policier qui tire sur ces personnes-là? Pourquoi les policiers ne prennent la décision de tirer que quand il s'agit d'un noir ou d'un arabe? Alors qu'il y a des blancs aussi, désolé de le dire comme ça, mais il y a des blancs aussi qui font des refus d'obtempérer. Et beaucoup. Mais jamais aucun ne se fait tirer dessus. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Le fait, si tu te fais tirer dessus et que la loi elle est la même pour tout le monde, c'est pas bien, mais ça passe. Mais à partir du moment où tu choisis une partie, donc quelques personnes dans les délinquants, quelques couleurs de peau, quelques origines, sur lesquelles appliquer la loi, bah c'est plus la même chose. Et c'est surtout là le problème. C'est que la loi, elle n'est pas pareille pour tout le monde. Moi, le fils des Zemmour, qu'on lui tire dessus aussi. Pourquoi on ne voit jamais ça? C'est 13 personnes qui ont été tuées. Aucune personne blanche. Aucune. Il n'y a pas que des Noirs et des Arabes qui font des délits de fuite. Il n'y a pas que les Noirs et les Arabes qui s'opposent à la police. C'est faux. Même dans les trafics de drogue, il n'y a pas que les Noirs et les Arabes, il y a beaucoup de Blancs qui gèrent même des fours. Bien sûr. Bref, quel est votre avis là-dessus, l'équipe? C'est un permis de tuer. Là, très clairement, dans le cas de Naël, c'est un permis d'exécuter. Oui, c'est-à-dire qu'on légalise la possibilité pour un policier armé de pouvoir, en une fraction de seconde, décider du droit de vie ou de mort sur une personne qui prend la fuite. Et pour les chiffres, vous avez 13. Nous, on recense aussi le nombre de morts. On en a 16. Donc, peut-être que vous n'avez pas comptabilisé les courses-poursuites dont on a eu connaissance. Et ce qui est certain, c'est que... Qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Qui rentrent dans cette catégorie. Les précédents qu'il y a eu, on peut se poser la question, parce que là, dans cette affaire, dans l'affaire de Naël, ce qui fait foi, c'est cette vidéo, d'où l'importance de la vidéo, oui, et d'où cette mobilisation pour alerter les gens à filmer. On va y venir sur la vidéo. Pour avoir un début de vérité. Oui, on va d'ailleurs la décortiquer un petit peu, enfin autant que possible. Mais juste avant, peut-être Camille, un point sur l'enquête. Qu'est-ce qu'on sait donc du policier qui a tiré et où en est sa situation judiciaire? Alors, avant qu'elle s'exprime, j'ai débattu de cette histoire avec monsieur dont j'ai fait la connaissance récemment. Un monsieur, un papa, hein, quarantaine d'années, 45 ans, 50 ans. Un monsieur gentil, hein, très gentil d'apparence et bref, comportement, tout ça. Et il m'a posé la question, qu'est-ce que j'en pensais? Parce qu'il m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que tu en penses de cette histoire? Tout le monde tombe sur le policier, c'est n'importe quoi, tout ça. Et... au travers de ce débat, j'ai compris, et aussi de certains commentaires que j'ai vus sur Internet, j'ai compris qu'en fait, cette histoire, pour beaucoup, hein, parce qu'avant, pour les politiciens, c'est normal, mais même pour les gens, tu sens que c'est une bataille d'idéologie. Les gens ne sont pas là pour savoir la vérité, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Surtout les Zemmouriens. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais la plupart. Hein. Ils sont là pour défendre une idéologie. Pas pour savoir la vérité. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme le policier a dit? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme les amis du petit ont dit? Ils s'en foutent. Ils vont supporter quoi qu'il se soit passé. Ils vont tout faire pour dire que c'est eux qui ont raison. On a réagi à plusieurs vidéos aussi. Des personnes qui ont violé des femmes, qui ont agressé des enfants, qui ont agressé des femmes, qui ont agressé des ceci, qui ont fait des trucs. Et on est bien d'accord qu'à chaque fois qu'une personne, déjà de base, changeait sa version, c'était suspect.
C'est suspect. À partir du moment où tu ne dis pas les faits dès la première version, c'est que tu caches quelque chose, tu te reproches de quelque chose. Tu le vois sur les réseaux sociaux, tout le monde est d'accord là-dessus. Généralement, c'est le seul point où tout le monde est d'accord. Bizarrement, sur cette affaire, tous les pro-policiers, là, les pro-Zemmour, ainsi de suite, ont fait abstraction de cette information. Ça veut dire que, pourquoi ce policier changeait d'avis? Il dit que le mec lui a roulé dessus, a voulu lui rouler dessus, et ainsi de suite. Après, quand la vidéo sort, maintenant c'était que non, c'est pas ça, mais finalement, c'est parce qu'il voulait tirer dans les jambes. Mais pourtant, tu vois dans la vidéo, l'arme, elle est pointée vers le haut. Mais il voulait tirer dans les jambes, ça s'est pas passé comme prévu, le coup est parti tout. Des versions et versions qui changent. Malgré ça, les gens sont là à soutenir, ouais, mais non, ça veut rien dire, c'est parce que. Je dis, mais un violeur qui change de version, on est tous d'accord sur le fait qu'il manque quelque part. Mais bizarrement, là, non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Non. Bref, je sais pas, l'équipe. Hein. Moi, je pense que c'était beaucoup plus une idéologie. Personne ne voulait savoir la vérité. Tout le monde s'en foutait de la vérité. Tout le monde s'en foutait de ce qui s'est passé avec ce gamin. Tout le monde s'en foutait. Enfin, tout le monde. Surtout ceux qui étaient pour les policiers, hein, généralement. Quand tu vois les commentaires, tu sens qu'ils s'en foutent de savoir ce qui s'est réellement passé, d'attendre les preuves ou bien d'essayer de comprendre, ou bien d'analyser. Hein. Tu analyses le comportement du policier ou bien de son avocat, ce que son avocat dit. Ils s'en foutaient tous. Ils étaient juste là pour dire que le policier a eu raison. Point final. Let's go l'équipe. Alors, le policier qui a tiré, il a été mis en examen cet après-midi, donc par deux juges d'instruction qui sont chargés maintenant de mener la suite de l'enquête qui va durer des années. Hein. Donc, mis en examen pour homicide volontaire, c'est-à-dire que les juges ont considéré qu'il avait bien l'intention de tuer quand il a tiré. Il a été placé en détention provisoire, ce qui est une décision rarissime. Hein. Il y a très très peu de précédents de policiers mis en cause pour des violences, qu'elles soient mortelles ou pas d'ailleurs, et qui soient placés en détention provisoire. Le dernier exemple que j'ai pu retrouver, même si évidemment on n'a pas une visibilité sur l'ensemble des affaires, c'est les policiers qui ont commis des violences contre Michel Zecler, le producteur de musique fin 2020, donc qui ne l'ont pas tué, hein, mais qui ont commis des violences contre lui. 4 policiers avaient été mis en examen, 2 d'entre eux avaient été mis en détention provisoire. Ils étaient restés 3 semaines en détention provisoire, ils étaient sortis juste avant Noël, sous contrôle judiciaire. C'est des cas qui sont très très rares, donc là la décision qui a été prise, elle est quand même assez forte et symbolique au regard de tous les cas qu'on peut avoir décortiqués et que Amal connaît bien aussi de ces dernières années. Juste pour vous donner un dernier chiffre là-dessus, il y a une étude qui avait été menée par une autorité officielle sur 60 cas d'usage mortel des armes par les policiers entre 2010 et 2016. Sur ces 60 cas, aucun des policiers n'avait été placé en détention provisoire. Voilà. Donc la situation de ce policier, c'est celle-là. Ensuite, l'enquête va durer évidemment très longtemps et lui peut aussi faire valoir qu'il a pensé être en danger à ce moment-là. Il est évidemment présumé innocent comme tout le monde dans un cas comme celui-là. Mais en tout cas, la justice a considéré qu'il y avait assez d'indices graves et concordants pour le mettre en examen et aller jusqu'à le placer en détention. Et les motivations de la justice pour... on place en détention provisoire selon quels critères? Alors, selon la loi... Quel est celui qui a pu peut-être s'appliquer pour lui? Selon la loi, même si on a tendance à l'oublier vu la pratique, la détention provisoire est censée être l'exception. Dans le cas des policiers, c'est vrai. Donc, ce qui peut motiver, c'est le risque de réitération de l'infraction. Là, on peut évidemment l'écarter, le policier ne va pas recommencer. Ensuite, il y a un risque de pression sur les témoins, de destruction de preuves, etc. Ça aussi, on peut l'écarter. Donc, le motif qui semble le plus probable, même si on ne connaît pas le détail des motivations du juge, c'est le motif d'ordre public. Donc, ce qui voudrait dire que la justice a considéré que le remettre en liberté causerait un risque de trouble à l'ordre public. Et les événements des derniers jours et les révoltes des derniers jours peuvent laisser penser que ça a influé sur la décision des juges, même si on n'a pas le détail. Moi, je pense même que c'est possible que ça aille plus loin. Je pense que c'est possible que ça aille beaucoup plus loin. Je pense que c'est possible qu'il se prenne une balle. Clairement, quand tu vois l'engouement du truc, ceux qui sont dans les quartiers, vous pouvez en témoigner, hein, les quartiers chauds, je vous dis, c'est possible même qu'ils se prennent une balle s'ils sortent là, clairement. Après, avec le temps, ça va passer, hein, c'est toujours comme ça. Le début, c'est chaud et après, dans 6 mois, tout le monde a oublié. Dans 3 mois, personne n'en parle plus et tout le monde passe à autre chose. Donc la vidéo, justement, la scène donc, entre Nahel et les policiers a été filmée. On va donc diffuser une partie de ces images parce qu'elles portent en elles une valeur informative, voire de preuve. Je précise que leur contenu est
particulièrement violent. Et on a donc sous-titré ce qu'on a cru entendre. Voilà, donc ça se passe très vite. On va te mettre une balle dans la tête, shoot. C'est ce qu'on croit, nous, entendre. D'après certains de nos confrères, il y a une confrontation entre les deux policiers qui n'auraient pas la même version. Quoi qu'il en soit, Camille, ce court extrait et ce qui a pu être dit par les policiers est important pour la famille et ses avocats. Bien sûr, alors dans un premier temps, c'est surtout important pour eux parce que dans un tout début de l'enquête, leur intérêt est évidemment que la justice agisse vite, que les policiers soient rapidement interrogés, qu'il y ait une décision judiciaire initiale qui soit prise rapidement. Donc pour eux, ces phrases-là, elles montrent qu'il y a une intention de tuer. Maintenant, la justice a reconnu à ce stade qu'elle estimait elle aussi qu'il y avait une intention de tuer. Donc c'est la suite de l'enquête qui devra montrer si effectivement c'est bien ces mots-là qui ont été prononcés et les faire expliquer aussi aux policiers qui les ont prononcés. La présence de cette vidéo, c'est quelque chose qui change la donne depuis votre engagement contre les violences policières à 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de vidéos à disposition. Dans les dernières affaires qu'on a pu traiter à Mediapart, pour beaucoup, il y en avait. Ça change la donne sur la reconnaissance de ces violences policières? Oui, sans aucun doute. La vidéo, nous on le sait depuis le départ, on a incité aussi, on a initié, on a sensibilisé de façon à lancer même un hashtag filmer la police peut sauver une vie. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais au moins on a un début de vérité. Et quand on a des précédents comme dans l'affaire de Nahel, malheureusement, on n'a pas cette qualité de vidéo du début à la fin. Et oui, bien évidemment que ça change la donne, parce que souvent c'est la version policière vs la version des victimes ou des témoins. Et on le sait, on sait que la version policière, elle va plus être entendue que celle que celle des victimes ou des témoins. Donc c'est nécessaire, et c'est ce travail-là qu'on a pu faire depuis des années en lançant l'application, en mettant sur la place publique le fait de savoir si on peut filmer des policiers ou pas, et ça c'est très important. C'est très très important de. Après moi je voudrais revenir aussi sur. C'est peut-être pas la question, mais quand M. Darmanin dit. Alors on va l'écouter justement. Oui. On va l'écouter en deux temps pour décrypter un petit peu ce qui se joue aussi. C'est une bataille de communication et donc de communication politique. Il a d'abord tenu des propos qu'on pourrait qualifier d'inhabituels dans sa bouche. Hier à Nanterre, 2 policiers de la DOPC, 2 motards de la DOPC ont fait un contrôle routier d'une personne qui manifestement avait fait un refus d'obtempérer, l'enquête le dira. Un jeune conducteur a donc été contrôlé, et nous avons tous vu ces images extrêmement choquantes. Nous avons évidemment vu les images comme les Français de ce tir effectué par ce policier qui a manifestement conduit à la mort de ce jeune homme. Je voudrais évidemment d'abord avoir une pensée bien sûr pour lui, pour sa famille, et leur dire bien évidemment que nous souhaitons au ministère de l'Intérieur, au sein de la police nationale, avoir toute la vérité sur ce qui s'est passé, et en respectant le temps de la justice le plus rapidement possible. Ilyes, ce genre de déclaration de Gérald Darmanin, on n'y est pas habitué s'agissant de violences policières. Il en fait une la veille d'abord à l'Assemblée nationale, quelques heures après le décès de Nahel, qui est un tout petit peu plus classique chez lui, où il explique qu'il y a quand même la présomption d'innocence du policier, qu'il n'est pas procureur, qu'il n'est pas juge, etc. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette vidéo qui circule, il y a l'émotion que ça provoque, et il y a surtout une réaction du président de la République à Marseille, qui explique que ce qu'il a vu dans les images était inqualifié, inexcusable et inexplicable. Cette réaction du président de la République, elle fait forcément changer un petit peu de ligne Gérald Darmanin, elle l'oblige à s'aligner sur la position du président, et là c'est vraiment la vidéo qui change tout, c'est-à-dire que la vidéo change complètement le rapport de l'exécutif, de la classe politique à cette séquence, puisque face à la force de l'image et de sa propagation, Darmanin n'avait pas beaucoup d'autres choix en fait. Sauf que cette parole assez inhabituelle chez Camille, tu voulais ajouter quelque chose? Juste un petit point sur la vidéo, parce que c'est sous-entendu dans ce qu'on dit en fait, mais c'est qu'il y a un effet pervers ou non voulu, en tout cas à la vidéo aussi, c'est que les cas dans lesquels une vidéo circule rapidement, ou en tout cas est rendue publique à un moment, sont beaucoup plus médiatisés, suscitent beaucoup plus de réactions politiques et changent aussi la décision judiciaire. Donc il y a un effet inverse par rapport à il y a 10 ans ou il y a 15 ans, quand il y avait à peu près jamais de vidéo dans une enquête. C'est l'effet d'invisibilisation de tous les cas, par exemple de refus d'obtempérer, classique, dans lesquels il n'y a pas de vidéo. Et donc il y a une disproportion qui se crée, ce qui de toute façon a amené effectivement
Gérald Darmanin va devoir réagir parce que du moment que la vidéo existe et qu'elle est diffusée, il n'y a plus d'autre choix. En tout cas, cette parole plutôt inhabituelle a été très vite complétée par une parole, elle, très habituelle, celle où il parle des violences. Tous les élus municipaux, les agents municipaux, dont ici par exemple à Mont-Saint-Laurent, qui ont été pris à partie dans des conditions qui auraient pu extrêmement mal tourner, et dire que lorsqu'on attaque des écoles, des mairies, des commissariats, des centres sociaux, lorsqu'on les incendie, lorsqu'on pille des commerces de proximité, des bureaux de poste, nous constatons que c'est les quartiers populaires, les habitants des quartiers populaires qui sont touchés. Ce sont les services publics des habitants, des plus modestes d'entre nous qui sont attaqués. C'est pas simplement des symboles du pouvoir politique ou municipal, c'est évidemment absolument incompréhensible, absolument inacceptable. Ça doit obtenir la plus grande fermeté comme réponse et ça vient toucher des quartiers qui sont déjà extrêmement touchés socialement et donc c'est absolument incompréhensible. Et évidemment, on ne peut pas rester naïf devant ces organisations. Si la justice doit passer dans le calme, et le procureur de la République s'est exprimé ce matin, bien évidemment, sur la terrible affaire de Nanterre, je veux redire que les émeutes que nous avons connues cette nuit n'ont rien à voir avec cette histoire, et que attaquer une école, incendier un centre social, incendier une mairie n'a rien à voir avec cette histoire de Nanterre. Donc les professionnels du désordre doivent rentrer chez eux. Ce soir, il y aura beaucoup plus de policiers et de gendarmes présents. Cela a été arbitré à la réunion que vous avez vue ce matin, puisqu'hier il y avait 9000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 2000 sur la plaque parisienne. J'ai décidé qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes ce soir et cette nuit mobilisés, dont 5000 en plaque parisienne, et des moyens techniques et technologiques importants pour lutter évidemment contre ces émeutes, pour procéder à des interpellations et surtout pour rétablir l'ordre républicain qu'attendent légitimement les Français. Sur les termes, d'abord, Ali Rabet, donc... Je suis tellement d'accord avec toi. Je suis tellement d'accord avec lui. L'équipe, je suis d'accord avec lui à 100%. C'est tellement idiot, tellement bête. Mais bon, la plupart, c'est plus que des gamins. Hein. C'est l'engrenage. C'est l'engrenage. Mais c'est tellement bête. Il n'y a rien à gagner à faire ça. Aller brûler l'école. Ça sert à quoi? Et c'est pas l'école des enfants, des politiciens ou je sais pas quoi. Si c'était encore ces écoles-là, on pourrait comprendre que ouais, si leurs enfants sont touchés, son truc, enfin pas touchés directement, attention, hein, mais hein, s'il y a un risque que leurs enfants soient atteints par quoi que ce soit, je pense qu'ils réfléchiront plus. Ils prendront plus au sérieux l'histoire parce que là on voit très bien que c'est de la comédie. C'est parce que l'histoire chauffe qui s'exprime en faveur ou ceci, c'est là ils font semblant. Mais tant qu'ils ne sont pas personnellement dans le mal, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Ça sert à rien tout ça. On se fait souffrir nous-mêmes. C'est les enfants de nos voisins, même les sœurs et frères de ces personnes qui ont brûlé ces écoles, qui vont en souffrir. C'est tellement idiot. Et ça donne raison aux racistes, du coup. Et qui ont souvent tort. Là, ils ont raison, du coup. Qu'est-ce que tu vas leur reprocher? Si tu es honnête et sincère envers toi-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Bref, quel est votre avis là-dessus, l'équipe? Let's go. Violence inacceptable, la plus grande fermeté, incompréhensible, émeute, professionnelle du désordre. Je retiens le mot notamment incompréhensible, comme si cette violence n'était que de la violence et comme s'il n'y avait pas une possibilité d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière. Mais il manquait le mot Karcher quand même, pour faire un combo. Il aurait pu faire un hommage. Exactement. Mettre en politique. Même si l'imitation est assez réussie d'ailleurs. Évidemment. C'est pour ça que je vous dis parfois, quand on est élu local, on se dit qu'on revit toujours le même film, le même scénario, avec les mêmes acteurs, les mêmes dialogues, et que rien ne peut venir enrayer cette mécanique et cette espèce de fatalité, si ce n'est peut-être l'action politique, l'action des collectifs, des associations, etc., pour éclairer le public, et des médias aussi d'ailleurs, dont c'est le rôle. Fermeté, naïveté, contre la naïveté des uns, etc. Le discours est grotesque. Évidemment que si on n'explique pas... Enfin, je veux dire, le mois dernier, il n'y a pas eu de poubelle brûlée dans ma ville. Il y a 6 mois non plus. Dans la ville voisine de la Verrière, il y a eu 2 écoles sur 3 qui ont été brûlées. Les gamins, ils ne savent pas comment ils vont faire leur rentrée au mois de septembre. C'est pas le cas tous les 6 mois quand même dans nos quartiers et dans nos villes. Donc il y a un contexte particulier. Et un ministre de l'Intérieur, un ministre tout court, un responsable politique, devrait avoir un peu de profondeur dans son analyse, si tant est qu'il ait un peu d'honnêteté dans son discours, et évidemment qu'il y a une forme de sédimentation successive. Il y a des affaires qui se succèdent les unes aux autres, certaines qui sont médiatisées, d'autres pas, certaines qui font l'objet d'une présentation par l'existence de cette vidéo change la donne, on le disait à l'instant, et ça sédimente au fur et à mesure, et puis à un moment donné ça explose. C'est le principe de la cocotte minute, etc. Et Gérald Darmanin ne peut pas faire semblant de ne pas le savoir et de ne pas le comprendre, d'autant plus qu'il a été élu local, etc. Donc bien sûr qu'il faut... Et c'est ce qui est difficile, évidemment, au moment où les poubelles brûlent, au moment où les rues sont bloquées dans ma propre ville, etc., d'être capable de prendre du recul, de poser une analyse, de prendre le risque politique, de dire des choses complexes, de faire appel à la raison, à la rationalité dans le débat public. Mais il faut avoir le courage de le faire, parce que si on ne le fait pas,
ce que je disais tout à l'heure en introduction. On va recréer le même schéma et on connaît les conséquences. C'est bien, on va parler pendant 15 jours des banlieues. C'est bien, alors on va en parler. Il y a peut-être une annonce qui va être faite, 1 milliard ou 2 en plus pour le prochain plan en rue ou je ne sais quelle originalité encore dans les politiques de la ville. Mais dans 10 ans, la situation sera exactement la même, on attendra la prochaine explosion de colère. Et c'est ça qui donne envie vraiment de, je le disais dans un de vos confrères tout à l'heure, il faut quoi que les maires par exemple de banlieue démissionnent collectivement. Je sais pas, je sais plus quelle est la limite pour qu'à un moment donné on soit entendu. Stéphane Gatignon l'a fait, il a démissionné tout seul il y a quelques années. Pardon ? Ancien maire de Ancien maire de Sevran, ça n'a intéressé personne, c'était une anecdote. Il y a des maires qui annoncent l'explosion depuis des années, il y a eu des, je le redis tout à l'heure, des appels, des alertes, ce n'est pas entendu. Ce n'est pas entendu par les ministres de la ville, ce n'est pas entendu par le Premier ministre, la Première ministre en l'occurrence, ce n'est pas entendu par le Président de la République, il se désintéresse complètement. Je coupe en plein milieu, désolé, mais ce n'est pas entendu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin que ça pète. Pour moi, tout ça, comment dire ça ? J'allais dire calculé, mais je pense pas non plus que ce soit... Si, c'est calculé. Je vais garder le mot. Si, c'est calculé. Parce que tant que tout ça se passe comme ça se passe, les débats politiques sont bien arrosés. Tout se passe bien. Il y a de quoi débattre. Il y a de quoi donner raison aux deux côtés. Zemmour et t'as un Mélenchon qui est, comment dire ça, bref, qui est légitime. Je sais pas, légitime, c'est pas le mot que je cherchais, mais punaise, il m'échappe ce mot. Bref, t'as Mélenchon qui va dire des trucs qui sont pas totalement faux, et t'as Zemmour qui vont dire des trucs qui sont pas totalement faux. Et tout ça est dans le cœur de l'actualité, et du coup, ça aide la politique. Ça crée du débat, ça crée ce qu'il faut pour faire parler la population, pour faire que les gens s'intéressent à la politique, au débat. Ça anime. S'ils règlent ces problèmes-là, d'immigration, ils peuvent régler ces problèmes dans les quartiers. Vous croyez vraiment l'équipe qui ne peut pas régler ça? Vous croyez que si on se lève maintenant, on va dans le 16e? Les gens des cités, ou bien, je sais pas, ou bien même les voyous qui sont dans les campagnes, qui sont pas, parce que c'est pas que dans les cités, hein. Vous croyez que si, dans le 16e, ou bien où ces gens-là vivent là, des trucs comme ça se passent, ils vont pas trouver des solutions en 2 secondes? En 2 jours, ils auront trouvé des solutions. Donc, s'ils laissent ça se passer là-bas, c'est parce que ça les arrange. Et au contraire, ils font tout pour que ça s'empire. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but de certains puissants, c'est que Zemmour passe au pouvoir. Il ne faut pas le zapper ça, parce que les gens le zappent. C'est que les présidents n'ont pas de pouvoir. Ce sont ceux qui ont l'argent qui ont le pouvoir. Donc, parmi ceux qui ont l'argent là, beaucoup pensent comme le papa de Cyril Hanouna. Hein? Beaucoup pensent de cette façon. Et du coup, ils soutiennent qui? Discrètement, Éric Zemmour. Donc, en laissant toutes ces colères-là monter, en amplifiant même ces colères-là, en allant les piquer, en sachant ce qu'il faut faire, ça donne de plus en plus raison à Zemmour et à ceux que Zemmour a pu convaincre et à ceux qui aimaient déjà pas les étrangers, hein, déjà de base, aux racistes déjà de base, puis ceux qui ne l'étaient pas, mais qui sont convaincus par la façon magnifique et le discours, la technique et bref, tout le talent des Zemmour, bah, ça grossit. Bon, Zemmour, ça va être compliqué qu'il passe. Mais qui va bénéficier de tout ça? Marine Le Pen. À un moment donné, elle sera au pouvoir, Marine Le Pen. Donc tout ça arrange tout le monde là-bas en haut. Tous ces gens qui nous manipulent et qui dictent comment nous devons vivre nos vies. Moi, je suis sûr qu'ils règlent ces problèmes dans les cités, s'ils le veulent, en maximum 1 mois. Sûr et certain, 1 mois. Ça se règle. Bref, quel est votre avis là-dessus, l'équipe? Let's go. De ces sujets-là. Et alors, ça intervient, vous dites qu'ils se désintéressent de ces sujets, ça intervient dans une séquence politique, en tout cas d'affichage d'une séquence tournée vers les quartiers populaires, parce que Emmanuel Macron était à Marseille en début de semaine. Ça, c'est de l'affichage. Comment ça percute ce drame, cette séquence
Si c'était pas les si quartiers dramatique comme circonstance, ce serait presque ironique. C'est C'est-à-dire que ça fait des mois et des mois que tous les acteurs de ces territoires attendent enfin un discours qui avait été promis pendant la campagne, un plan du président pour les quartiers populaires. Il a été repoussé, et puis finalement programmé lundi soir à Marseille. Donc cette visite de 3 jours. Et c'était la semaine. Chaque semaine, l'Élysée, Matignon prévoit un peu des thématiques. Là, cette semaine, c'était la semaine quartier populaire. Donc lundi, mardi, mercredi, Macron à Marseille. Et vendredi, il devait y avoir demain un conseil interministériel des villes, une instance qui n'avait pas été réunie depuis 2 ans. Ça se passait à Chanteloup-les-Vignes, pas très loin de Trappes, avec 10 ministres, Elisabeth Borne, des annonces complémentaires, etc. Et donc ça arrive entre ces 2 séquences-là. Ça vient évidemment, c'est anecdotique, mais complètement percuter, balayer en fait cet agenda du gouvernement. Mais surtout, ça vient mettre en lumière le fait que le plan Quartier 2030, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, abordait beaucoup de points de la question des quartiers populaires, la rénovation urbaine, l'entrepreneuriat, etc. Mais il y a un point en particulier que ça a évité complètement, que ça a occulté complètement, c'est la question des relations police-population. Et nous, quand on posait la question, on nous disait en gros que c'était un autre sujet, et l'Élysée esquivait complètement cette question-là. Ça faisait pas partie du plan. Ça faisait absolument pas partie du plan, alors que ça fait partie des revendications, des associations, des élus locaux, etc., et des jeunes depuis des années. Et là, c'est l'actualité qui vient remettre cette question des relations police-population sur le dossier de force presque du gouvernement, de l'Élysée, et ça va être intéressant de voir la réponse politique qui sera apportée ensuite. Oui. Non, mais c'est ça, ils sont rattrapés par le réel. En fait, les vrais naïfs, c'est eux. Penser pouvoir éluder la question des violences policières et des relations dégradées entre la police et la population, c'est d'une naïveté confondante. Vous savez, parmi les gens que j'ai rencontrés hier, j'ai circulé pendant 4 heures dans ma ville pour échanger avec les groupes de jeunes, y compris de très jeunes, je le répète, dont je pressentais qu'ils étaient là pour se préparer à agir. Et les discours que j'ai entendus, il y a évidemment l'élément déclencheur, c'est ce qui s'est passé à Nanterre, mais chacun faisait écho à une expérience vécue. Avec des choses assez précises d'ailleurs, avec la capacité de jeunes qui ne se connaissent même pas, qui sont issus de quartiers très différents, à citer des noms d'agents connus, parfois de longue date, pour des comportements déviants, pour le non-respect de l'éthique et de la déontologie que doit respecter n'importe quel homme qui porte l'uniforme. Et tout cela, c'est être naïf que de vouloir faire croire aux Français que ça n'existe pas. Et que sur les 240 000 policiers et gendarmes de notre pays, il n'y a que des hommes parfaitement droits qui ne commettent aucune erreur. Et on est un des pays les plus arriérés en la matière parce que c'est aussi un débat. Il y a la question, effectivement, la loi de 2017 qu'il faut urgemment abroger, réformer. Mais il y a la question évidemment des violences policières dans leur ensemble et en particulier de la capacité à donner les moyens au commissariat, etc., d'être en contact et en relation étroite avec, pour le coup les élus locaux peuvent jouer ce rôle-là, avec les représentants des associations, les jeunes dans les quartiers, et d'être capable de faire quelque part le ménage en nous dotant, nous tous collectivement, d'une police des polices indépendantes qui ne soit pas sous l'autorité de Gérald Darmanin, qui est le plus grand des naïfs finalement. Et nous sommes un des rares pays, contrairement aux Anglais, contrairement aux Belges, mais vous en parlerez mieux que moi vu que vous êtes spécialiste police et justice, qui a une police qui s'autocontrôle, qui n'est pas contrôlée par le Parlement, qui n'est pas contrôlée par le peuple français. Et ça, c'est plus possible. Et je peux vous dire que malgré effectivement le caractère exceptionnel de la mise en examen en détention provisoire du policier auteur du tir hier, malgré ça, on n'a pas que des juristes dans nos quartiers. On n'a pas que des gens qui vont faire l'exégèse des décisions du juge ce matin. Il y a des gens qui sont convaincus que le policier sera libre dans quelques semaines, le temps que l'ambiance se calme. Dans moi. Instruit par l'expérience. Et on le sait, hein. Amel a traversé, Bentounsi a traversé ce chemin de croix, ce parcours du combattant, même pour la famille et la maman qu'on a entendu tout à l'heure, on sait très bien que c'est le début du calvaire judiciaire et que cette détention provisoire n'est absolument pas le résultat. Il va y avoir un procès long, on l'avait dit, plusieurs années, il va y avoir des appels. Et potentiellement, effectivement, en tout cas c'est une certitude auprès des gens avec qui je parle au quotidien, il y a une forme d'impunité garantie qui fait qu'on ne croit plus du tout dans les institutions pour rendre justice. Et là où M. Darmanin doit faire preuve d'un peu moins de naïveté, c'est qu'il doit comprendre que sans justice, il n'y a pas de paix durable. Il peut y avoir une paix ponctuelle à force de multiplier les coups de matraque ou en multipliant les effectifs de police, ce dont je me réjouis. Moi, je veux que ça arrête de brûler dans ma ville. Parce que bien sûr que ce sont nos écoles, nos gamins, le supermarché dans lequel font leurs courses les mamans qui n'ont pas la chance d'avoir une voiture qui a brûlé et que ce sont elles qui seront pénalisées. Mais si on veut éviter que ça recommence dans quelques semaines ou dans quelques mois, il faut traiter les problèmes au fond. Et les grands naïfs qui nous dirigent n'en ont pas l'intention. On ne peut pas s'empêcher de comparer ce qui se passe là en ce moment dans plusieurs quartiers populaires en France avec les révoltes de 2005 qui ont suivi la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré. 18 ans après, est-ce que quelque chose a changé ? Non, il n'y a absolument rien qui a changé. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le déni. Nos dirigeants politiques sont toujours dans le déni. À croire qu'il existe une police parfaite et qu'on n'a pas le droit de critiquer, qu'on n'a pas le droit de pointer du doigt tous ces comportements déviants et violents de la part de certains policiers, parce que nous, on reçoit de nombreux témoignages dans la vie quotidienne. Et je crois que là, c'est la cocotte qui explose, tout simplement. C'est la mort de trop, Naël, avec cette vidéo. Et tant que nos dirigeants politiques seront dans le déni et seront dans le mensonge, parce que moi, quand j'ai entendu Darmanin répondre à la députée de Nanterre concernant l'augmentation ou la diminution,
Ce qu'il a précisé, c'est qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu une augmentation, mais plutôt une diminution. Des morts suite à des refus d'obtempérer. Suite à des refus d'obtempérer. Il ment. Consciemment. Volontairement, il le sait, il a la connaissance de tous ces dossiers de refus d'obtempérer, il est proche de ces policiers et on ne peut pas accepter que le ministre de l'Intérieur puisse mentir comme ça sur des cas bien précis dont il a connaissance. Donc moi j'assimile ça à un mensonge d'État. Juste sur cette question des violences policières et de l'incapacité pathologique de notre pays à aborder le débat froidement, tranquillement, sereinement et à trouver des solutions. J'avais le débat avec un policier, quelqu'un d'intelligent, mais qui, je trouve souvent, comme beaucoup, astreint une espèce de réflexe de corps, de protection. Faisons le parallèle avec une profession qui n'a rien à voir. Et en qui on a une confiance assez spontanée, nos médecins, nos obstétriciens par exemple. Il y a des violences obstétriques dans notre pays, des violences médicales, parce qu'il y a des protocoles, des formations, etc., qui aboutissent à ce que, sans le vouloir, sans le savoir peut-être, des professions médicales entières sont maltraitantes pour leurs patients. Et bien notre pays, à travers des travaux universitaires, des recherches, etc., on modifie les protocoles, la formation des futurs médecins, etc., pour lutter contre ces phénomènes avec des résultats. Pourquoi dans la police ce ne serait pas possible? Pourquoi ce corps de métier-là, cette profession-là, ne pourrait pas réinterroger ses pratiques, ses méthodes, ses outils de formation, ses outils de sélection aussi de ses agents, pour pouvoir réduire le nombre d'épisodes comme cela. Et vous avez un début de réponse à cette question? Parce que vous avez un ministre de l'Intérieur, par exemple, qui plutôt que de se considérer étant le représentant de la nation, se prend pour le premier flic de France. Et je ne parle pas que de Gérald Darmanin depuis très longtemps. Le ministre de l'Intérieur n'est pas le premier flic de France. Donc le ministre de l'Intérieur est le ministre de la Police. Le ministre de l'Intérieur est le ministre de la Police. Il devrait garantir l'ordre public, il devrait s'assurer de garder la paix et que ses services gardent la paix. Au lieu de cela, on l'a vu, le premier réflexe, Ilyes Ramdani le rappelait tout à l'heure, c'est un réflexe de corps. On défend. On se cache derrière la présomption d'innocence. C'est exactement le discours de Marine Le Pen, qui dissonne aujourd'hui par rapport aux autres discours, mais c'est son discours. Et ensuite, rattrapé par la réalité, par les images et par effectivement la posture qu'a choisi d'adopter le président Macron, on a un changement de pied de la part du ministre de l'Intérieur. Mais il y a quelque chose de pathologique dans notre classe politique, même à gauche, je tiens à le dire, compris à gauche, parce que c'est une prise de risque. Parce que vous croyez quoi? Dans ma ville, ça a brûlé toute la nuit. Franchement, comment vous tenez les deux bouts en fait? Et moi, juste en étant cohérent, déjà, premièrement, j'aime bien me regarder dans le miroir en me disant que j'ai une forme de rationalité, de cohérence, et qui date depuis longtemps, pas depuis que j'ai pris des fonctions de maire. Mais dans ma ville, il y avait vraiment un sentiment généralisé. Évidemment, face au drame de Nanterre, injustice, exigence de faire émerger la vérité, etc. Je vois depuis les violences de cette nuit des gens qui se déportent du débat, et c'est ça ma grande détresse et ma grande crainte, qui se déportent du débat sur justement l'usage de la violence, sur le changement de loi en 2017, etc., et qui maintenant n'interrogent que les causes, que les conséquences de ces violences, plus les causes, et qui, de fait, sont disponibles pour le bon vieux réflexe que tentent d'activer Gérald Darmanin, Marine Le Pen et beaucoup d'autres, le vieux réflexe sécuritaire, tellement ça. où ce qui prime, c'est de protéger nos biens matériels et de mettre fin immédiatement aux violences. C'est ça qui est inquiétant, c'est ce que je vous disais au début, c'est une forme de cercle vicieux, c'est-à-dire que pour pouvoir traiter les problèmes au fond, il faudrait avoir la disponibilité intellectuelle et la rationalité pour les traiter, le contexte ne le permet pas, et donc certains soufflent sur les braises, profitent de l'opportunité qu'il leur est offerte pour revenir sur la bestialisation des habitants des quartiers populaires. On voit l'extrême droite s'en donner accord joie évidemment sur les réseaux sociaux, mais moi ma crainte c'est de voir des gens qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas qui habitent ma ville, donc qui ont fait le choix d'y vivre, d'y habiter, parfois parce qu'ils ont des revenus plus faibles et qu'ils ne peuvent pas acheter ailleurs par exemple, et qui se demandent s'ils ont fait le bon choix, et qui se demandent s'ils ne devraient pas quitter ces territoires. Ilyes. Non, très rapidement. Avant qu'il ne parle, justement, je le dis depuis que j'ai ouvert ma chaîne, on ne veut jamais résoudre les problèmes. On ne va jamais chercher la racine du problème. Pourtant, on irait chercher la racine du problème, on réglerait le problème en réalité. Et tout ça prouve encore une fois que tout ce qui se passe est calculé. C'est voulu pour manipuler ceux qui, justement, sont en train de se faire manipuler. Et c'est triste de voir tous ces gens tomber dedans et y croire à fond. Ils sont sûrs que non, ce qu'ils disent est vrai. Ils sont sûrs que non, ils ont un cerveau, ils réfléchissent par eux-mêmes. Alors qu'on est en train de les... C'est des marionnettes, tout simplement. Sans vouloir être méchant, hein, mais c'est des marionnettes. Ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Ils sont manipulés de A à Z. Et parmi, il y a des gens qui ne sont pas racistes. C'est surtout de ces gens-là dont je parle. Je ne parle pas des racistes. Les racistes, quoi que se passe, tout ça les arrange. Mais ces personnes-là qui ne sont pas racistes, qui se font manipuler. Et c'est triste, parce que, par exemple, cet homme dont je vous ai parlé là, très sympa, tout ça. Tu vois, il rigole avec moi, tout ça. Je ne sais pas si c'était l'hypocrisie ou quoi, tout ça. Mais quand tu vois les propos qui sortent, tu te dis, cet homme, il a l'air pur. Je ne pense pas qu'il soit raciste. Mais trop de CNews et de BFM dans sa tête. Trop de CNews et de BFM dans sa tête.
Après, ça se trouve, c'est un raciste. J'en sais rien. Ça se trouve, il rigole avec moi, il me truc. Ça se trouve, il fait ça juste pour, peut-être parce que je suis impressionnant, il a peur de moi, ou bien juste parce que, je sais pas moi, j'en sais rien. Ou parce qu'il m'aime bien, mais en même temps, j'en sais rien. Mais, en tout cas, moi, l'impression que j'ai eue, c'est que ce mec, pour moi, il avait rien de raciste. Mais ses propos font peur de fou. Et beaucoup sont comme eux. Et quand vous débattez, il te dit, ouais, mais non, il y a des gens, ils réfléchissent pas, il y a des gens, ils sont trop cons. Et tu le regardes, tu te dis, c'est toi qui dis ça. Je vais dire, déjà, tu n'as jamais vécu dans aucun quartier, déjà, pour commencer. Donc, tu sais même pas, tu sais pas ce qui se passe là-bas, comment se comporte la police là-bas. Il y a des gens qui sont carrés dans les quartiers. Il y en a beaucoup qui sont carrés, qui font bien les choses, qui sont pas dans tous ces trucs, mais qui sont traités comme de la sous-merde. Quand ils sont croisés par des policiers. Comme de la sous-merde. On te parle en t'insultant alors que tu n'as rien fait. Tu vends pas de drogue, tu fais pas de trucs, tu n'es pas connu des services. Mais non. Mais toi là, sur le côté, on commence à t'appuyer les couilles, on te trucs. Tu dis, ah mais ça fait mal, qu'est-ce que vous faites? Pap, contre le mur, balayette. Comment tu vas aimer la police après ça? Tu n'as rien d'être un violent, tu n'as rien de... Tu ne fais pas partie du trafic, rien d'illégal. Tu passes ta route, tu vas à ton travail, tu rentres chez toi. Mais quand il te tombe dessus, il te traite comme de la merde. Il te parle mal, il t'insulte, Toi, tu vis là-bas dans ta campagne ou bien dans des belles villes et tu te mets à critiquer les mecs des quartiers qui n'aiment pas la police. Qu'est-ce que tu en sais de ce qui se passe là-bas? BFM, CNews. Bref, en tout cas, quel est votre avis là-dessus, l'équipe? Sur le parallèle avec 2005, dans l'attitude de Gérald Darmanin, il y a un vrai parallèle aussi avec ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy à l'époque, avec d'abord une première réaction qui est plutôt une première action hier qui est plutôt de laisser les policiers assez discrets et presque de laisser la colère s'exprimer. Là aujourd'hui, il y a une vraie reprise en main du discours de l'exécutif. Il y a eu tous les déplacements ont été annulés, sauf les déplacements pour aller constater les violences. Elisabeth Borne, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Papendia et Olivier Klein, donc 5 ministres qui ont été envoyés pour aller constater les violences et les dénoncer. Toutes les interviews matinales étaient sur ce thème et Gérald Darmanin et le gouvernement avec lui, là vraiment, ont activé le mode répression, fermeté, etc. Juste pour lire très rapidement un SMS que Gérald Darmanin a envoyé et quand il l'envoie, il sait que ça va, c'est pour que ça sorte, voilà, où il leur dit, en gros, nous avons procédé ce soir. Il envoie ça SMS à qui, pardon? Aux préfets, aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, etc. Où il leur dit, nous avons procédé ce soir à un déploiement massif des forces de l'ordre. Vous avez à votre disposition le GIGN, le RAID, la BRI, donc voilà, on sort les grands moyens ce soir. Et il dit, la consigne, c'est les interpellations dès le début des heures. L'ordre public doit être rétabli avec fermeté. C'est tout un tas de signaux, d'indices, de messages qui sont envoyés pour dissuader. Donc il y a une dimension politique pour Gérald Darmanin qui a construit sa carrière sur cette dimension de ministre de l'ordre, mais il y a aussi une vraie crainte de l'exécutif que ça ne continue, que ça ne se propage et que ça s'embrase. Toute petite anecdote pour finir, une conseillère ministérielle tout à l'heure qui me disait, on regarde de très près et elle me dit si le 93 se réveille, on est foutu, en gros. Donc vous voyez le degré quand même de crainte de leur part et surtout le niveau de réponse, c'est-à-dire qu'on est très loin pour l'instant des réponses politiques, des réponses sur les causes, des réponses structurelles. Je le coupe vite fait, l'équipe, désolé. Ce qu'il vient de dire, c'est ce que j'expliquais au début. Et c'est tellement réel. Les gens n'ont pas conscience du pouvoir de certaines cités, de l'impact, de ce qui peut se passer si... J'ai discuté aussi avec un autre monsieur et je lui ai expliqué. Et généralement, je vais dire un truc qui n'est pas plaisant, mais qui est réel. C'est d'expérience et... Même quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir les personnes qui tiennent certains genres de propos ont toujours des noms. Ce sont toujours des personnes avec des noms, bref, des blancs, quoi. Tout simplement. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais pour revenir à ce que je voulais expliquer, et ce monsieur-là, je lui ai dit ça comme ça. Je lui ai dit clairement, bizarrement, c'est toujours vous qui habitez dans les endroits plutôt chics, ou bien pas chics, mais où il n'y a pas de... Vous ne connaissez pas vraiment ce qui se passe, qui tenez ce genre de propos. Alors, ce monsieur, je lui faisais comprendre que si les cités, les vraies cités, rentraient en guerre avec les policiers que vous soutenez là, parce que avant de continuer ça, je vais d'abord venir sur un truc parce que je ne l'ai pas dit et on est presque à la fin de la vidéo. Il faut savoir que moi, je trouve que le Naël, il est complètement en tort. Complètement en tort. Il est en tort à 10 000%. Mais à partir du moment où le policier tue, il n'y a plus aucune excuse.
policier, tu représentes l'État, tu montres l'exemple. Tu montres l'exemple et tu n'es pas là pour tuer des gens. Tu es policier, tu n'es pas là pour tuer des civils. C'est pas ton rôle. C'est le rôle des militaires, ça. Ton rôle, c'est de faire régner l'ordre. Si ça ne va pas, il y a des avocats, il y a des juristes qui sont là pour décider du cas des personnes qui n'ont pas respecté le vivre ensemble. Donc, ces personnes-là vont en prison. À la limite encore, quand les personnes vont en garde à vue, hein, on connaît les caméras, vous baissez ça, vous les frappez, coup de poing, tout ça. Ok, à la limite encore, mais tuer. À partir du moment où tu tues, il n'y a plus aucune excuse valable. Même si Naël était en tort, à partir du moment où tu le tues, il n'y a rien qui dépasse ça. Tu ne peux pas tolérer. Vous ne pouvez pas dire, ouais, mais il n'avait qu'à s'arrêter. Bah, c'est de sa faute. Oui. Donc toi, tu n'as jamais rien fait qui est hors la loi. Si ce truc que tu as fait qui est hors la loi, parce qu'on a tous fait un truc qui était hors la loi un jour ou l'autre. Arrêtez, il n'y a pas d'arrêtez vos mythos, l'équipe. On a tous fait un jour ou l'autre un truc hors la loi. Tous. Ça mérite que tu te fasses tirer dessus. Non. Non et non. Ce jeune devait se faire arrêter. Tu tires dans les roues de la voiture. À la limite, si tu te soucies vraiment du fait qu'il va aller causer un accident, tu tires dans les roues de la voiture. Il n'ira pas bien loin. Bref, il y en a parmi vous, il y en a parmi des gens qui ont des idées qui font très très peur. Et pour revenir à ce que à ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des cités, si elles se lèvent, parce que là, ce qui s'est passé dans le pays, c'était que des gamins, hein. Donc ça veut dire que c'est même pas les gars qui ont du pouvoir, c'était des gamins, 14 ans, 16 ans, 12 ans. Ce sont eux qui ont fait ce bordel. Maintenant, si les gars, les vrais hommes des cités se lèvent, les 9-3, les 9-2, les 9-1, Marseille, je sais pas, dans le nord, il y a quoi, les Roubaix, à Lyon, ça va être un bordel. On va être obligé d'appeler les militaires. Les policiers ne pourront pas assumer. Ils ne pourront pas assumer. Je vous dis ça pour que vous vous rendiez compte, vous qui ne vivez pas dans les quartiers chauds, ou bien qui ne connaissez pas la réalité des choses, que vous compreniez que supporter ce policier, même pour vous, c'est pas avantageux. Ok, votre idéologie, c'est bien. Ouais, ok, ça vous donne peut-être raison. Ok, ouais, ok. Mais sachez que si certaines cités s'élèvent, ça va être une guerre civile. Il faut que vous ayez conscience de ça. Donc cette situation-là n'est profitable à personne. Bref. Quel est votre avis là-dessus, l'équipe? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Allez. Demain, il y a un conseil interministériel des villes qui est maintenu d'Elisabeth Borne. La grosse réponse politique, des réponses sur les causes, des réponses structurelles. Demain, il y a un conseil interministériel des villes qui est maintenu d'Elisabeth Borne. La grosse crainte de tous les autres ministres et des conseillers qui ont essayé de la dissuader jusqu'au bout de maintenir ce truc, c'est qu'a priori, il n'y aura aucune annonce sur la question des violences policières et des relations police-population. Donc tout ça pour dire, il y a encore un décalage du point de vue de l'exécutif sur la dimension et la réponse qu'on apporte à ce qui se passe pour l'instant. Amal Bentounti, pour finir. Je pense que si après cette affaire, nos dirigeants politiques ne prennent pas en main la question de ce rapport, ce qu'on peut appeler rapport police, et qui continue à être dans le déni, je pense que la situation pourrait être explosive et qu'il y aura d'autres morts, il y aura d'autres victimes, et que malheureusement ça ne s'arrêtera pas. Il faut qu'ils prennent cette question à bras-le-corps, qu'ils aient le courage, qu'ils arrêtent de céder à la pression des syndicats policiers, hein, qui font de la politique aussi, et qu'on puisse entendre aussi la parole de ces gens qui vivent dans les quartiers populaires et qui vivent au quotidien cette violence verbale, physique. Et que moi, mon premier vœu, c'est déjà obtenir, je sais que ça prendra du temps, obtenir la justice pour Naël, que ce ne soit pas une indignation ponctuelle parce qu'il y a les médias et puis qu'après... donc c'est-à-dire que dans ce combat-là,
On doit continuer à alerter, à sensibiliser, parce que aujourd'hui, c'est les quartiers, mais ça peut toucher n'importe qui. C'est une loi d'exception qui est devenue la norme, mais cette norme, maintenant, elle peut s'étendre partout. Donc demain, ça peut être une victime collatérale, ça peut être n'importe qui d'entre nous, et c'est ça qui est dangereux. Et je crois que le cadre légal était déjà en place sur la question de la légitime défense, Suffisamment clair. et suffisamment encadré, et que cette loi, vraiment, moi j'en appelle à tous les maires, à tous les parlementaires, au président de la République, à la première ministre, de réviser cette loi ou de l'abroger, et d'avoir le courage de le faire, pour que Nahel ne soit pas mort pour rien. Vraiment, parce que c'est terrible de voir ce genre d'image, parce que Nahel, ça pourrait être votre fils, ça pourrait être mon fils, ça pourrait être le fils de n'importe qui. Merci à tous les quatre. Un tout dernier mot, vous avez hésité à venir. Ok, avant qu'ils disent leur dernier mot, j'ai un gros problème, un gros problème aussi avec, on va parler maintenant, j'ai un gros problème avec la mentalité des gens. Et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Pourquoi on n'est pas respecté et pourquoi il n'y a pas d'impact. En fait, j'ai été choqué, comme beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai été choqué de la cagnotte lancée par Jean Messia du policier et de la cagnotte du petit Nahel. L'écart, la cagnotte de Nahel est montée par la suite, mais c'était à 66 000 contre 600 000 pour le policier. Et tu te dis, et en fait ça résume le problème, un gros problème qu'on a et qu'on ne dit jamais, parce qu'on est toujours en train de dire la faute c'est les autres, la faute c'est les autres. Mais à un moment, il faut qu'on prenne aussi conscience que c'est de notre faute à nous aussi. On parle trop pour rien. On parle trop pour rien. Quand il s'agit de prouver, il y a plus rien. Plein de personnes vont te dire je t'aime, ceci, c'est là. Quand il va falloir prouver avec les actions, il n'y aura plus personne. Nahel, toutes les cités de France étaient dehors. Toutes ces personnes qui étaient dehors auraient mis 1 euro chacun. 1 euro. La cagnotte, elle aurait été au moins à 6 millions. 1 euro chacun. Au moins à 6 millions, la cagnotte. Elle était à 66 000. La cagnotte du policier était à 600 000 ou je sais pas quoi, 500 000 euros. 66 000 euros. Avec tout ce bruit, toutes ces personnes outrées, tous ceux qui veulent montrer leur soutien. Quand il faut vraiment montrer son soutien, tu sais, il y a cette phrase qui dit, il ne faut pas se fier. Enfin, moi, c'est une phrase qui est dite souvent à mes potes par rapport aux femmes. Il ne faut pas se fier à ce qu'elles te racontent. Fie-toi à ce qu'elles font. Et quand tu te fies, cette situation, quand tu te fies à ce que le peuple raconte, on est énervé, toutes les cités sont dehors. Mais au moment de passer à l'action, il n'y a plus personne. Comment voulez-vous être respecté? Quand on sait que le pouvoir, c'est les finances. Et quand ça parle finance, il n'y a plus personne. Il n'y a aucun vrai soutien. L'hypocrisie est aussi de notre côté. Aucune solidarité. Aucune réelle solidarité. Parce que c'est pas pareil. Aucune réelle solidarité dans nos quartiers. Que du bruit. Pour rien. Bref, c'était mon avis, l'équipe. Alors, voilà ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous ne l'êtes pas et pourquoi vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que j'ai dit qui vous dérange? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Bref, votre avis sur cette histoire et que ce petit repose en paix. Force à sa mère. J'ai aussi vu des commentaires qui disaient « Ouais, sa mère, elle est contente. » Voilà. Sa mère, elle est contente. Elle a pas l'air très triste. Il faut savoir que tout le monde n'est pas pareil. Je sais qu'ici en Occident, il y a montrer ses faiblesses, pour beaucoup, c'est une forme de force. C'est mis en avant. Si tu fais le mec triste, là, si je me mets à pleurer, vous allez tous commencer à me kiffer. Oh, le pauvre truc. C'est mis en avant, ça. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui n'aiment pas montrer leurs faiblesses. Il y a des gens qui intériorisent. Il y a des gens, tu passes, tu lui dis, bon, comment tu vas? Il va te dire que je vais bien. Mais il a des problèmes dans sa tête, t'as pas idée. Il est peut-être au bord du suicide, mais ça se voit pas. Tout le monde n'est pas, comment dire ça, n'exprime pas sa sensibilité comme ça.
Donc cette maman, c'est pas parce qu'elle n'est pas en train de pleurer comme vous seriez en train de pleurer ou bien comme ces gens-là seraient en train de pleurer qu'elle n'est pas triste d'avoir perdu son fils. Non. Il y a beaucoup de... Surtout dans nos cultures à nous, chez les Africains, généralement nos parents ne montrent pas beaucoup leurs émotions. Non. Quand ils vont être seuls dans leur chambre, ils vont pleurer. Mais devant nous, non. J'ai jamais vu mon père pleurer toute ma vie. J'ai jamais vu mon père pleurer de toute ma vie. Toute ma vie, j'ai jamais vu mon père pleurer. Ma mère, je l'ai vu pleurer une seule fois. Une seule fois. Les cultures sont différentes, les gens sont différents. C'est pas parce que vous, pour un moindre truc, vous pleurez pour montrer que vous êtes triste que tout le monde doit faire pareil. Et que si les autres ne font pas pareil, ça veut dire qu'ils ne sont pas tristes. Et quand je dis vous, c'est pas vous ici, hein, c'est selon ces personnes qui pensent bon, il doit en avoir ici aussi sûrement. Bref l'équipe, voilà ce que moi j'en pense, en toute honnêteté. Et je sais pas si j'ai oublié des trucs dans d'autres vidéos, on en parlera. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire l'équipe. Je suis content de vous retrouver. Je sais que quelques trucs que j'ai dit ici ne vont pas plaire, bien évidemment, j'en ai conscience. Mais voilà. On a toujours été comme ça et on le restera. Alors l'équipe, portez-vous bien. On est ensemble. Et let's go! Reprochez toujours que c'est les Maghrébins des quartiers populaires, etc., etc. Regardez bien le déroulé de cette vidéo, s'il vous plaît. Regardez bien. Ils ont la gueule qu'il faut. Donc la police va leur donner tout le crédit qu'il faut. Regardez bien comment ils vont prendre les policiers pour des cons parce qu'ils savent très bien. Ils savent très bien qu'ils vont passer crème. Regardez bien ce qui se passe. Regardez le délit de faciès, hein. Regardez bien pourquoi les jeunes des quartiers populaires en ont ras-le-bol. Regardez bien, la police va leur donner 100% de crédit. Regardez comment ils sont en train de les prendre pour des cons. Parce qu'ils ont la bonne gueule. Voilà. Ah, ils sont partis par là-bas. Voilà, ils vont remettre ça sur quoi? Eh ben sur le boule des Maghrébins des quartiers. Alors c'est eux qu'on voit. Et regardez bien le policier comment il se comporte avec eux, hein. Aucun soupçon, hein. Rien du tout, hein. Tranquillou, hein. Là il y a du dialogue par contre. Ils ont la bonne gueule. Il y a du dialogue. Ils sont bien blancs, cheveux lisses. Il y a du dialogue. Même pas ils leur demandent d'ouvrir